Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue dans cette dernière capsule sur la saga des passeurs. Oui, aujourd'hui nous allons voir les outils et les pratiques quotidiennes qu'un passeur peut utiliser pour se réaligner et réaliser sa mission d'âme le plus correctement possible. Alors travailler en profondeur sur son triangle inférieur afin de nettoyer ses mémoires, ses souffrances, est utile à chacun d'entre nous, bien sûr, et les passeurs ne font pas exception à cette règle. Nous avons vu que certaines de leurs caractéristiques donnent déjà des indications sur le travail à accomplir, et une de ces travaux à accomplir est l'harmonisation de sa présence. Alors voilà, je vais vous donner 10 pistes qui vous aideront à harmoniser votre présence en tant que passeur. Cultiver l'authenticité en s'affranchissant du jugement des autres. Cultiver l'autocompassion en abandonnant le perfectionnisme. Cultiver la résilience en abandonnant le déni et l'impuissance. Cultiver la gratitude et la joie en abandonnant la peur du manque et la peur du malheur. Cultiver l'intuition et la confiance en abandonnant le besoin de certitude. Cultiver la créativité en abandonnant la comparaison. Cultiver le jeu et le repos en abandonnant l'épuisement, symbole de productivité. Cultiver le calme et la tranquillité en abandonnant l'anxiété en tant que style de vie, avec des cycles hyperactifs et d'autres en procrastinant. Cultiver le sens de son travail en abandonnant ses doutes et les je suis censé faire ceci, je suis censé être ceci, je suis censé faire cela. Et cultiver le rire, le chant et la danse en laissant de côté le contrôle de soi permanent. Tout un programme donc. Pour travailler ces axes, il exige un large éventail de techniques. J'ai cependant pu constater que certaines thérapies sont plus adaptées aux passeurs que d'autres. Donc, par exemple, le Gestalt thérapie, hypnose, ostéopathie, ostéopathie fluidique, kinésiologie, mandala, graphothérapie ou encore sonothérapie, cette liste bien sûr n'est pas exhaustive, fonctionne plutôt bien chez les passeurs, car elles permettent de travailler de façon holistique sur tous les corps, donc en respectant leur interdépendance, et jusqu'à la manifestation physique. Globalement, les thérapies qui utilisent le verbe, les sons, les couleurs, les odeurs, le toucher sont à privilégier. Celles qui sont uniquement fondées sur le mental, compréhension, analyse des schémas, voyage hors du corps, en revanche, ne sont pas suffisantes pour que le passeur accepte de transmuter jusque dans ses cellules ses prises de conscience, ses compréhensions, ses émotions. Mais ce qui fera toute la différence, c'est le thérapeute qui pratique sa qualité d'être, sa posture, sa maîtrise, sa capacité d'adaptation à ce qui est sa lecture du réel, sa qualité d'analyse, d'anamnèse, son centrage, ses qualités d'accompagnement de cœur. L'accueil du moment présent aussi est à travailler chez le passeur. Du mindfulness à la multitude de méditations démocratisées par les plus grands maîtres, les pratiques de pleine conscience ne manquent pas. Ce retour à l'instant présent est un vrai cadeau pour le cœur. Il permet de travailler le détachement à nos souffrances amplifiées par le mental, revenir à l'éternité d'une seconde, apprécier ce qui est. Utiliser son discernement et son mental est aussi une excellente façon de procéder.
Là encore, les techniques sont nombreuses et beaucoup d'êtres déjà très avancés sur le chemin partagent leur expérience. Cela peut être d'une très grande aide pour le passeur. Alors, les méthodes les plus pertinentes pour le passeur sont déjà celles de Katie Byron. Katie Byron a élaboré une démarche simple et puissante de questionnement appelée The Work, le travail, qui montre comment se libérer de soi-même. Sa compréhension du mental correspond aux recherches actuelles en neurosciences cognitives. Sa méthode, en outre, a été comparée au dialogue socratique et aux enseignements bouddhiques. L'idée, c'est quand vous faites le travail, vous percevez qui vous êtes en voyant qui vous pensez que les autres personnes sont. Finalement, vous en venez à voir que toute chose à l'extérieur de vous est un reflet de votre mental. Vous êtes le compteur, le projecteur de toutes les histoires, et le monde est une image projetée par vos propres pensées. Donc ce travail est fondé sur une série de 4 questions suivies de ce que Katie Byron nomme le retournement. Derrière chaque sensation désagréable se cache donc une pensée qui n'est pas vraie pour nous. Lorsque vous ressentez un malaise, menez un travail d'investigation, soumettez votre pensée à ces 4 questions, toujours les mêmes. N'hésitez pas à vous munir, bien sûr, d'une feuille et d'un crayon, ou de vous adresser à un proche. Alors, les 4 questions sont, déjà, à propos de cette pensée, demandez-vous, est-ce que c'est vrai? Ensuite, écrivez ou énumérez différents développements de cette pensée. Pouvez-vous être certain que c'est vrai? Ensuite, quelle réaction suscite en vous cette pensée? Entrez en contact avec les sentiments que fait naître en vous cette pensée. Quel comportement en découle? Ensuite, vous pouvez vous dire, qui seriez-vous sans cette pensée? Imaginez-vous libéré d'un tel scénario, que feriez-vous différemment? Que cela changerait-il? Puis, inversez cette affirmation initiale en retournant le jugement vers vous-même, vers l'autre ou en adoptant une vision inverse. Par exemple, Paul devrait m'aimer peut devenir je devrais m'aimer. Je devrais aimer Paul. Paul ne devrait pas m'aimer. Retournez votre formulation de départ à votre guise jusqu'à ce que vous trouviez l'inversion qui vous touche le plus. Une autre méthode bénéfique aux passeurs est le mandala de lettres de Richard Morse. Le travail de Richard Morse, avec qui j'ai pu vivre des séminaires, est également très profond dans le développement de la présence. Il a élaboré à travers le mandala de lettres des techniques d'investigation très apprenantes sur nous-mêmes. Il dit, le mandala de lettres est un outil qui permet de prendre conscience de là où nous allons lorsque nous quittons le moment présent et à travers cette prise de conscience, de revenir dans le maintenant. Pour lui, en fait, si l'on se connaît suffisamment, il devient évident que lorsque l'esprit quitte le moment présent, il ne peut aller que dans 4 directions essentielles. Alors, un mandala est un dessin symbolique du soi. À la base, il y a un cercle avec 4 directions, le passé, le futur, moi et l'autre. Et une autre forte orientation vers le centre. Le centre représente le maintenant de nous-mêmes. Les 4 directions indiquent là où nous allons quand nous ne sommes plus dans le présent. Je me vis là comme étant toujours assis au bord de ce vide qui est au centre. J'appelle cela
le mandala de l'être, parce que le centre, c'est le maintenant. La condition de ce maintenant, c'est que le corps et l'esprit soient au même endroit. Et enfin, les ouvrages du philosophe indien Krishnamurti sont une pure merveille pour apprendre à discerner en conscience les sujets primordiaux. Ces innombrables entretiens et livres sont un trésor de connaissances. Les plus connus sont Se libérer du connu et Vers la révolution intérieure, à lire et à délecter, à appliquer sans modération. L'essence de l'enseignement de Krishnamurti est contenue dans sa déclaration de 1929, où il dit « La vérité est un pays sans chemin ». Aucune organisation, aucune foi, nul dogme, prêtre ou rituel, nulle connaissance philosophique ou technique de psychologie ne peuvent y conduire l'homme. Il lui faut la trouver dans le miroir de la relation par la compréhension du contenu de son propre esprit, par l'observation et le non par l'analyse intellectuelle ou la dissécation introspective. L'homme s'est construit des images religieuses, politiques ou personnelles, lui procurant un sentiment de sécurité. Celle-ci se manifeste en symboles, idées et croyances. Le fardeau qu'elle constitue domine la pensée de l'homme, ses relations et sa vie quotidienne. Ce sont là les causes de nos difficultés, car dans chaque relation, elle sépare l'homme de l'homme. Sa perception de la vie est façonnée par les concepts préétablis de son esprit. Le contenu de sa conscience et cette conscience, le contenu est commun à toute l'humanité. L'individualité est le nom, la forme et la culture superficielle que l'homme acquiert au contact de son environnement. La nature unique de l'individu ne réside pas dans cet aspect superficiel, mais dans une liberté totale à l'égard du contenu de la conscience. La pensée est temps. La pensée est née de l'expérience et du savoir inséparable du temps. Le temps est l'ennemi psychologique de l'homme. Notre action est basée sur le savoir et donc sur le temps. Ainsi, l'homme se trouve toujours esclave de son passé. Quand l'homme percevra le mouvement de sa propre conscience, il verra la division entre le penseur et la pensée, l'observateur et l'observé, l'expérimentateur et l'expérience. Il découvrira que cette division est une illusion. Alors seulement apparaît la pure observation qui est vision directe, sans aucune ombre provenant du passé. Cette vision pénétrante, hors du temps, produit par l'esprit un changement profond et radical. Magnifique. Ces premières pistes, sur ces premières méthodes, vous permettront de travailler en toute autonomie. Elles vous aideront à vous détacher de votre ego, de surface, pour éviter toute projection. Il y aura bien sûr aussi tous les outils et les pratiques qui permettent de s'ancrer, les pratiques corporelles qui favorisent l'harmonisation des corps, tels que le Qigong, le Tai Chi, tous les yogas, les arts martiaux, la marche, la randonnée, l'escalade, la plongée, le parapente, le vélo, le ski, toutes les danses qui permettent d'être centré à l'intérieur de soi, que l'on le pratique seul ou que l'on le pratique en harmonie avec un groupe. Dans les pratiques pour s'ancrer, il y a aussi les mudras. Les mudras, cette pratique bien connue des yogis qui s'appuie sur l'énorme quantité de terminaisons nerveuses présentes dans nos doigts. Quand on les presse d'une certaine manière, la circulation de l'énergie dans le corps est stimulée. Chaque mudra est un temps d'arrêt, un acte d'amour envers soi-même permettant de puiser ses propres forces intérieures pour se régénérer. Le mudra se pratique immobile,
Gardez la pause pendant 1 ou 5 minutes. S'il est clair qu'il vaut mieux être dans un état calme ou dans un état d'atmosphère propice, les mudras peuvent également nous aider à prendre du recul par rapport aux aléas de la vie quotidienne. L'effet peut être immédiat ou apparaître après un certain temps. Voilà. Vous éprouverez certainement alors un sentiment de chaleur. Les malaises peuvent s'atténuer, la respiration s'apaise, l'esprit devient plus clair. Il est toutefois possible que dans un premier temps, vous vous sentez fatigué ou que vous frissonniez. Ne vous inquiétez pas, rapidement, la détente finira par s'installer durablement. Dans d'autres vidéos, je vous ferai un récapitulatif des différents mudras qui peuvent bien sûr vous être bénéfiques, à vous tous, pas uniquement qu'aux passeurs. Et puis bien sûr, il y a la méditation. La méditation qui nous sert à harmoniser nos énergies. Donc, ici, je vous parlerai de la stimulation de l'énergie vitale, car elle permet d'équilibrer simultanément tous les éléments. J'ai fait d'ailleurs une vidéo sur la méditation des 5 éléments. Je vous préconise d'aller la regarder et d'aller l'essayer. C'est une méditation que j'ai faite il y a quelque temps sur la terre, l'eau, l'air et le feu. Vous n'êtes pas obligé donc de vous installer dans une position de lotus. L'important est d'avoir le dos droit. Attention à ce que votre tête ne penche pas vers l'avant et les pieds au sol si vous êtes assis, mais pas allongé car les centres d'énergie seraient alors orientés dans une autre direction. Évitez de croiser les mains et les pieds, respirez par tous les pores, respiration pulmonaire et cutanée. Ce n'est pas le volume d'air qui est important, mais la force de concentration. Vous pouvez utiliser un mala, bracelet de pierre, pour compter si vous le désirez. Inspirez donc par le nez, expirez comme vous le souhaitez. Si possible, utilisez la respiration pulmonaire et cutanée. Autrement dit, imaginez que vous respirez par tous les pores de votre peau sur l'ensemble du corps. Fermez les yeux, facilite bien sûr souvent l'exercice. Pour harmoniser aussi ces énergies, bien sûr, il est bon pour soi en permanence de travailler en écoutant sincèrement les messages de son cœur. Il nous permet de passer dans le triangle supérieur et de nous y stabiliser. C'est d'ailleurs une méthode de travail où vous allez vous aligner profondément à votre être de sagesse. Pratiquez la cohérence cardiaque aussi souvent que vous le pouvez. C'est un autre bon moyen de travailler avec l'aide de votre respiration et de focaliser votre conscience sur le chakra du cœur. Puis, de là, commencez à respirer de votre cœur pleinement, profondément, et cela plusieurs fois par jour. Il y a les pratiques aussi pour travailler tous les plans de l'être. Et ici, je vous invite à des pratiques issues du Kundalini Yoga. Qu'est-ce que le Kundalini Yoga? Alors, certains le considèrent comme le yoga originel dans la mesure où il réunit de nombreuses formes de yoga. Sa pratique agit sur la circulation de l'énergie vitale, appelée Kundalini par les yogis, qui s'en trouve activée pour un meilleur équilibre physique et mental. C'est un yoga particulièrement puissant dans ses effets. La pratique des kriyas, c'est-à-dire série de postures du Kundalini Yoga, est l'un des meilleurs moyens de se préparer à une vie saine, heureuse et sainte. En utilisant les angles et les triangles des asanas alimentés par le prana de la respiration, réajustés par la répétition des mantras et concentrés grâce à la mise au point des yeux et des verrous du corps, vous êtes physiquement différent à la fin du kriya.
Ces changements aident à la préparation mentale et physique d'un espace intérieur méditatif. Ce cadre de méditation se produit de nombreuses façons: ouverture des articulations pour faciliter l'assise, modification des constituants chimiques du sang par la stimulation glandulaire et réorientation du mental par la concentration et la focalisation. Cette pratique associe de nombreux bienfaits et honnêtement, je la trouve très adaptée aux passeurs car elle inclut une variété de mouvements et nourrit donc le besoin de diversité que nous avons vu chez le passeur. Des séances toujours nouvelles, pas d'ennui donc, il se prête aussi à une séance rapide par rapport au temps, quand le temps manque. Rien de tel qu'un petit rituel le matin pour se mettre en forme. Donc, le Kundalini Yoga permet d'être à l'écoute de son corps, d'être attentif à ses besoins, de travailler la concentration, de s'ancrer dans le moment présent, de lâcher prise, d'accroître ses vibrations et d'harmoniser et de s'harmoniser à son soi, de se transformer en conscience, d'ancrer de nouvelles habitudes, de s'assouplir en douceur, le corps et l'esprit, et tout simplement d'être en bonne condition physique. Le corps physique est pleinement nourri jusque dans les cellules. Les postures sont dynamiques, accompagnées souvent de musique qui touche l'âme. Les mantras utilisent le son. Ils favorisent donc et accompagnent la puissance d'action des mouvements. C'est un nectar, un hymne à nos corps, haute technologie. Un passeur, rappelez-vous, est un amoureux du son et de la variété dans ses activités. Donc, bien entendu, toutes les pratiques, tous les outils en rapport avec la musique, le son, les harmoniques, tout ce qui a effet de vibration et de vibrer sensibilise énormément le passeur. Vous avez les techniques du Nahad yoga qui repose sur l'impact des mouvements de la langue dans la bouche du récitant et des modifications de la chimie cérébrale que cela engendre. Et puis il y a bien sûr les mantras, mais ça je vous laisse aller vous renseigner. Et puis il y a aussi bien sûr se faire plaisir avec des activités méditatives et créatives, hein. Tout ce qui est en rapport, tous les outils, toutes les pratiques créatives, tout ce qui est en rapport avec la créativité, tout ce qui est de la créativité intuitive comme la peinture est très bénéfique, hein, aux passeurs. L'écriture, les arts oratoires aussi. Alors ce langage de lumière, quelque part, dans toutes ces pratiques, dans tous ces outils qui sont mis à la disposition du passeur, permet au mental de déconnecter son besoin de savoir et d'accueillir avec l'écoute profonde et réceptive de l'âme, tout en gardant un discernement et en ressentant si les vibrations de ce langage de l'âme sont judicieuses pour lui. Il pourrait se définir ainsi. Le langage de lumière, parlé ou chanté, est un langage d'amour bienveillant. Il est composé de nombreux dialectes. Certains sont des langages de la terre primitive, des langages des étoiles ou des codes dits angéliques. Il n'est pas nécessaire de comprendre ce qui est dit. Il suffit d'avoir une intention de guérison ou de s'harmoniser avec l'intention de faciliter la circulation d'énergie vers le bon endroit de notre structure énergétique. Voilà, cette vidéo arrive à son terme. Je voulais vous rappeler ce que je vous ai dit aussi dans la vidéo précédente. On met à notre disposition des outils et des pratiques autour de nous dans notre vie quotidienne. Nous en sommes entourés, que ce soit dans nos activités, que ce soit dans notre profession, que ce soit
dans notre relation aux autres. Cela nous sert à nous harmoniser, cela nous sert à nous aligner avec nous-mêmes et notre entourage, notre environnement. Mais n'oublions pas de utiliser ces outils et ces pratiques avec parcimonie, dans le juste milieu. Car si nous utilisons ces moyens en excès, nous en devenons dépendants. Et nous ne sommes plus sur notre voie. Nous sommes sur la voie de ces outils et de ces pratiques. Voilà, nous allons terminer cette vidéo sur un texte que j'ai écrit pour les passeurs. Le passeur qui n'aime pas que les choses se terminent. Passeur, mon amour, toi si fragile et hypersensible, si discret et expert en autodérision, avec ton humour parfois au 15e degré, tu n'as pas toujours vécu une enfance idyllique. Celui qui t'a conduit à devenir très tôt un grand, loin d'être couvé, chéri, surprotégé dans ton quotidien. Tu as dû quitter bien vite le monde du rêve et de l'enfance. Je t'aime, toi qui es un rebelle dans l'âme, mais conventionnel à souhait. Tu es comme un caméléon, tu cherches sans répit cette autre chose, cette lumière que tu sais au plus profond de toi. Affrontant le doute incessant, le regard jugeant des autres et surtout le tien, tu as appris peu à peu à laisser partir l'exigence de perfection dans ce monde si étriqué. Le manque de sens, de foi, l'insoutenable insécurité générée par une illusion collective de peur ancestrale te conduisent peu à peu vers ta propre voie. La quête de ta propre identité te confronte à accepter, de te reconnaître, de reprendre ta responsabilité et d'accepter ton pouvoir personnel. Accueille ta différence. Laisse tomber le jugement incessant de ton mental acéré. Tu peux enfin décider, par ta propre volonté, d'être grand, d'oser, sans complaisance, et de rayonner ton originalité. Accepte sans délai ta profonde vulnérabilité. N'aie plus peur d'affronter ta nuit noire de l'âme. Au bout se trouve un joyau que ton cœur soupçonne déjà. Plonge avec courage et compassion dans tes propres illusions et tes croyances devenues, tu le sais, obsolètes. Accepte de mourir à toi-même. Sors de la dualité et apprends à être constant dans tes relations. Accepte d'avoir parfois simplement besoin de solitude, non pas comme une fatalité, mais comme un besoin de te nourrir avec bienveillance pour mieux offrir, pour mieux donner, et non pas vouloir tout donner. Apprends à te donner, à recevoir, à demander de l'aide, à accueillir, sans plus te sentir redevable. Apprends à aimer et à être aimé en toute humilité. Plonge au cœur du cœur. Alors, cher passeur, concrètement, comment aller vers cette naissance et te laisser guider par ton nez, sentir avec discernement ce qui est juste et bon pour toi, grâce à ton intuition, ta boussole intérieure, ton maître intérieur, ton cœur. Déjà suivre ou te remettre en mouvement, mouvement qu'est la vie par essence. Tu as remarqué comme le temps est complètement chamboulé. Oublie le temps linéaire, regarde comment les synchronicités se multiplient, voire se succèdent à chaque instant.
Réalises-tu que tu as dû investir dans tes multiprises de conscience devant les flots d'informations qui te parviennent? Trouver à nouveau ton propre rythme, t'observer, écouter ton corps et ta magnifique sagesse, te nourrir avec conscience et travailler ta propre présence, accepter de ne pas savoir, mais développer à nouveau ta foi, pas bêtement en suivant des vendeurs spirituels avec éveil garanti en 15 jours, non, une foi inébranlable en la vie et en ton pouvoir créateur. Écouter véritablement et dépasser ta peur de solitude pour écouter ce qui est. Accepter de regarder tes incohérences, tes imperfections sans complaisance, mais reconnaître déjà que c'est là, c'est une réalité. Arrêter de te mentir, de fuir. Accueillir ta douleur, tes émotions lourdes, accueillir, reconnaître et aimer les parts d'ombre qui ne définissent aucunement qui tu es. Oser explorer, comme les philosophes du siècle dernier, ce que tu es dans ta relation à l'autre, ce merveilleux miroir pour venir expérimenter ce qui, dans nos inaccomplis, reste à accomplir. Accueillir ton animalité, tes peurs sourdes, dont celle de la mort. Faire un point réel sur ce qui est là. Observer. Utiliser ton mental, discernant pour équilibrer toutes les parts de ta vie, pour ne plus fuir le travail sur toi, qui est de toute évidence un travail à vie. Non sans plus rester obnubilé par cela. Ce chemin se fait seul, sans aucune lumière pour chercher non plus à l'extérieur, mais à l'intérieur cette flamme de notre âme, petite, vacillante mais vivante, attendant comme un trésor d'être redécouverte. Et accepter cette proposition de vie, accepter de plonger dans une autre réalité, cette altérité, commencer véritablement à être avec l'autre, ni en dehors, ni en dedans, mais avec, en pleine présence, sans te sentir menacé, parce que tu te vis tel que tu es. Accepter que tu es tout, sauf seul, et que nous sommes très nombreux à œuvrer dans ce sens, avec une volonté agissante et solidaire. C'est le bon moment pour investir dans ce qu'il y a de plus précieux, ta vie, ici et maintenant, par un jour hypothétique. Te connecter à toutes tes polarités, adulte, enfant, masculin, féminin, sur tous les plans, guéris, aimant, jouant ensemble une vraie mélodie harmonieuse, la tienne. La mission d'un passeur, c'est de transmettre. C'est un transmetteur, c'est une antenne parabolique entre ce qui se passe ici sur le plan physique et ce qui se passe de l'autre côté. L'objectif étant de transmettre en fait les énergies divines ici sur Terre, c'est de faire descendre le divin en fait manifesté. Mais surtout d'être là au bon moment pour accompagner les gens. Leur mission, c'est d'accompagner les autres sur leur propre voie, leur propre chemin et de permettre aux autres finalement de faire leur propre pas. Par essence, un passeur, il va avoir en lui une motivation interne qui est extrêmement forte. C'est-à-dire que quand on les côtoie, ils ont un certain enthousiasme, une volonté d'avancer, une certaine perspicacité. Ils sont souvent pertinents, donc vous voyez que j'emploie pas mal de mots commençant par la lettre P. Ce sont en fait finalement dans l'âme de véritables coachs. Ils sont là vraiment pour aider les personnes, pour les conduire en fait sur le bon chemin. Ils ne savent pas forcément quel est le bon chemin parce que ça appartient à la personne. Mais en tout cas, ils vont tout faire et tout mettre en œuvre pour que la personne puisse finalement se poser les bonnes questions. Donc ils peuvent être aussi bien thérapeutes. Alors thérapeute, ça va être surtout dans des domaines qui touchent plus à l'élément R. Donc ils vont être très doués pour tout ce qui concerne la parole. Et donc toutes les thérapies qui va utiliser la parole, que ce soit la sophrologie, que ce soit l'hypnose, la thérapie par les sons, tout ce qui va utiliser l'élément R parce qu'ils ont
en capacité et un lien extrêmement fort en fait avec tout ce qui touche le verbe. Et le verbe est créateur, donc créateur de nouveaux possibles. Et un passeur, c'est ça, c'est un explorateur des possibles. Il ouvre des champs. Donc ça peut faire d'excellents romanciers, d'excellents artistes, même dans le cinéma par exemple, ou la réalisation, où d'ailleurs ils vont préférer jouer un rôle, pas être, j'allais dire, sur le devant de la scène et être directement acteur, mais plutôt réalisateur. Ils sont excellents pour mettre les gens en réseau. Alors à l'ère aujourd'hui interconnectée, c'est juste un vrai bonheur pour eux et c'est pour ça aussi qu'il y a un peu une transformation des activités des passeurs. Ils sont en fait garants de rencontres d'âmes dans leurs activités pour faire en sorte en tout cas que les personnes se rencontrent et que des projets puissent naître dans l'esprit de cette intelligence collective.